Dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, appelée Fouta Toro, les années 1980 à 2000 ont vu se développer un véritable militantisme pour l'écriture de la langue peul. Plus de 200 000 personnes ont ainsi été alphabétisées dans leur propre langue, la langue peul, appelée Pulaar dans cette région. Certains d'entre eux savaient pourtant déjà lire et écrire, mais dans une autre langue que la leur, en français ou en arabe coranique. Souvent, ce sont eux-mêmes qui sollicitaient cette alphabétisation en Pulaar auprès d'ONG, voire même qui l'organisaient par leurs propres moyens, sans attendre les programmes venus de l'extérieur. Pourquoi une telle demande ? Pouvoir apprendre à lire et écrire dans sa propre langue, ça change quoi ? Quels enseignements peut-on tirer de cette alphabétisation militante en langue maternelle ? Moussa, Néné, Awa ou Idi nous en disent plus. Vivre la langue. Une alphabétisation culturelle intégrante et participative. Reflet d'une symbiose entre militants culturels et ONG. C'est quelque chose que j'ai bien moi-même choisi dans mon cœur. Mourir avec Pulaar, vivre avec Pulaar. Le Pulaar, c'est ma mère, c'est mon père. De la poésie, des chants traditionnels, de l'histoire, des livres sur l'islam, mais aussi toute une littérature romanesque ou épique très prisée, les registres de l'écriture en Pulaar sont multiples et dépassent les usages fonctionnels du quotidien. Nous avons eu à dispenser une forme d'alphabétisation que nous appelons alphabétisation intégrante. C'est-à-dire donc, qui prend donc, l'être humain dans sa dimension et surtout donc, l'aspect culturel. Une langue qu'il faut valoriser donc, avec sa culture au même titre que les autres langues. D'abord, on se dit que c'est une langue comme toutes les autres langues, qui véhicule en même temps qui peut véhiculer des connaissances scientifiques comme toutes les autres langues. Donc ça, c'est véritablement l'aspect le plus déterminant qui a coïncidé aussi donc, avec cette envie de ces populations-là, du monde rural, de ce peuple, de cette communauté poularophone qui voulait véritablement que sa langue soit reconnue en tant que telle. La demande émane des populations. Donc ce sont ces populations-là qui demandent à être alphabétisées. Et il y a eu donc certainement le cas de l'Association pour la Renaissance du Pulaar qui, à travers ses émissions, a suscité cette envie de s'alphabétiser. Et les populations se sont tournées donc, vers les ONG pour leur demander à avoir un centre d'alphabétisation au niveau du village. Et c'est ainsi que des centres ont été ouverts partout. Le revers de la médaille. Une alphabétisation fragilisée car devenue dépendante des ONG. Si les ONG donc, ont pu permettre véritablement le développement des connaissances, des compétences en matière d'alphabétisation, il y a eu un bon bataillon, pour emprunter des termes militaires, donc d'alphabétiseurs volontaires qui ont été au départ mus par l'idée véritablement de promouvoir leur langue, donc de faire en sorte que les frontières de l'ignorance reculent. Donc cet engagement-là s'est un peu émoussé donc, avec l'arrivée des ONG. Bon, avec cette opportunité véritablement de gagner sa vie avec l'alphabétisation, certains véritablement n'ont pas continué dans leur élan véritablement de servir leur communauté. Donc, parce que c'était un travail qui pouvait leur permettre de gagner leur vie. Et c'est aujourd'hui qu'on constate que ce qui a été semé il y a quelques 10-20 ans est en train d'être récolté aujourd'hui. Mais malheureusement aussi, il y a une rupture de semences. Hein? Il y a rupture, donc, parce qu'il n'y a plus donc, de centres d'alphabétisation permettant véritablement de former d'autres qui prendraient donc la relève. Mais secret dans un cahier soigneusement caché. Au-delà de l'alphabétisation fonctionnelle, ce que l'écriture en Pulaar a rendu possible. L'alphabétisation en Pulaar a facilité bien des choses dans divers secteurs d'activité relevant de l'alphabétisation fonctionnelle. La santé,
le commerce et l'agriculture et toutes les tâches de gestion et de comptabilité qui y sont liées, y compris l'administration des associations, notamment des groupements féminins d'exploitation agricole. Mais au-delà de ces applications classiques de l'alphabétisation, d'autres usages et effets de l'écrit en poulard sont apparus. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Donc on est bénéfice. Si la me voilà que ce vide que mufti andr on a mis de tam hala ka ko dum ala windara mofta so won saha won bes ngumantolno ala holla dum men wala jangina dum men tay sawa jangude ngam ko jona halna ma dum ni biya jomen ha jangen ko wen askoni no wirni buri hewr ko moftede tan yonta gardo fo holle so jangi wawi tan kadi jojjina heddi be kadi dum men parce que sa nani nedo andi asku mutanirabe mudum ma gon sappo tar wala nogas ada andi. Mais toutes les familles n'écrivent pas leur généalogie. En fonction de leur position dans la hiérarchie sociale, certaines familles ont plus intérêt que d'autres à transmettre et à faire valoir leurs rangs et leurs alliances qui établissent leur statut social. L'écrit est alors plutôt au service des mieux nantis. Mais à l'inverse, l'alphabétisation en poulard a aussi été très investie par les cadets sociaux que sont les femmes, 7 femmes sur 10 apprenants, les jeunes et les groupes de statut servile ou tributaire, esclaves ou affranchis, artisans ou laudateurs. Oui, cela était quand même remarquable de constater que certaines catégories qui souvent étaient, je ne dirais pas marginalisées, mais qui n'avaient pas véritablement la place qu'elles devraient être, donc qu'elles devraient avoir plutôt dans la société, donc ont vu leur statut amélioré, donc parce que c'était une certaine envie, ils avaient une certaine envie véritablement de développer certaines connaissances pour se faire reconnaître par la société. Donc on a remarqué des gnagnos, des artistes et artisans, mais également aussi donc des descendants de captifs aussi, que certains d'entre eux aussi ont développé donc des connaissances, étaient très actifs dans le domaine de l'alphabétisation, mais également on a vu aussi que les femmes qui n'étaient pas scolarisées aussi donc se sont ruées vers les centres d'alphabétisation. Cela valorisait donc le statut de certains et de certaines catégories de personnes. Donc de certaines catégories sociales, des personnes d'une certaine catégorie sociale, même donc sur le plan du genre également, on remarque qu'il y a eu donc des changements. On a remarqué qu'il y a des descendants de captifs qui dirigent des associations, donc des unions et fédérations. On a l'exemple de femmes qui dirigent donc des organisations mixtes. Il y a 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, donc c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est le cas. En matière de religion aussi, les choses ont changé et les cloisonnements sociaux s'atténuent. L'accès au savoir islamique n'est plus réservé aux lettrés, généralement issus de grandes familles de clercs, qui détiennent aussi la plupart des pouvoirs temporels. D'anciens analphabètes sollicitent à présent les marabouts et transcrivent ces connaissances religieuses en arabe grâce à leur connaissance de l'écriture en poulard. Et là non plus, les femmes ne sont pas en reste, entre demandes spirituelles et besoins de reconnaissance sociale. Des thèmes diversifiés pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Les défis d'une alphabétisation renouvelée pour demain. Émancipation sociale et protectionnisme culturel ont donc motivé le mouvement d'alphabétisation en poulard, largement relayé par les ONG de développement. La demande locale demeure perceptible, mais les bailleurs se sont retirés. Certains persévèrent cependant et proposent des formations en poulard bien spécifiques, par exemple appui à des conseils de gestion communautaires ou renforcement des capacités parentales pour l'ONG Tostan. Y aurait-il d'autres pistes possibles pour une éducation de base en langue maternelle, revivifiée et pérenne? L'intéressant, c'est que comment on éduque les enfants à la maison, surtout comment les mamans doivent être envers leurs enfants, doivent aussi, surtout sur les droits de l'enfant.
Donc pour que les mamans puissent respecter certains droits envers leurs enfants et surtout pour être près de ces enfants. Maintenant, on discute vraiment. Tu vois une maman assise avec son enfant en train de parler, une maman jouer avec son enfant. À l'école, tu vois des changements parce que les élèves viennent à l'école propre avec des habits propres. Donc ça nous arrange. L'alphabétisation de demain devrait relever le défi de dépasser le stade des compétences de base en lecture, écriture et calcul. Pour durer, elle est appelée à allier dimension culturelle et enjeux de la modernité en couvrant une large palette d'activités et de métiers qui se diversifient de plus en plus en Afrique. Oui, même l'Internet, même pour le portable, pour même écrire un petit message, pour savoir même son numéro, pour composer même un numéro, ça c'est du concret. Donc l'alphabétisation doit être en phase avec les nouvelles réalités, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Allez en avant. Nous avons espoir que les choses puissent aller dans ce sens-là. Il faut d'abord une sérénité, une volonté, et ne pas aussi rêver, croire à ce que l'on fait. Rester simple, trouver des partenaires solides qui ont des programmes axés vraiment pour le développement, surtout penser au niveau local.